conscience, les combats courageux, avec de très nombreux martyrs, mais la sortie progressive du sentiment de honte de soi. Mais ici, on n'a pas eu forcément le même travail de décolonisation des esprits européens. Et c'est ce qui explique qu'un certain nombre d'Européens ne comprennent pas ce qui se passe en Afrique, ne comprennent pas l'intérêt qu'ils ont à une Afrique émancipée. Et donc nous avons à mener ce travail antiraciste également ici. Si on ne fait pas ce travail-là, on va être dans l'impossibilité de préparer les peuples européens à avoir une conscience internationaliste. Donc le racisme, c'est un des éléments incontournables pour pouvoir avoir des rapports égalitaires avec les pays africains. Et on voit bien que ici, la question est loin d'être réglée. On a vu, il n'y a pas si longtemps, en France, il y a quelques années, des parlementaires proposaient une loi reconnaissant l'œuvre positive de la colonisation. Encore aujourd'hui. Donc ce n'est pas un passé très, très lointain. On a vu également comment on a encore des pratiques de blackface, de considérer que la couleur noire et la couleur blanche étaient des objets de risibilité, enfin la couleur noire en l'occurrence. Et donc on voit bien que dans les imaginaires collectifs, dans l'inconscient collectif, il y a encore cette décolonisation à effectuer. Je le vois moi aussi dans le rapport qu'ont un certain nombre de militants qui vont en Afrique, de militants d'ici qui vont en Afrique, et qui, s'ils n'ont pas eu ce débat, s'ils ne sont pas préparés, viennent donner des leçons aux Africains, viennent leur dire vous n'êtes pas assez radicaux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Avec un paternalisme, y compris chez des militants, voilà, de gauche. Ce qui veut bien dire que ce travail sur le racisme, c'est pas seulement les méchants racistes caricaturaux, c'est combattre cette idée qu'on a fait intérioriser, qu'il y aurait un endroit de la planète qui aurait un savoir supérieur à d'autres. Tu soulignais à juste titre tout à l'heure, et je pense que c'est un élément important d'avoir en tête, les camarades africains, quand je leur pose la question, je me dis, vous savez, en France, on nous dit que la Chine est en train de coloniser l'Afrique. Et je vous donnerai l'exemple que m'a donné un paysan algérien qui me disait, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi ce qu'ils vous disent. Il y a ce débat-là en Europe, mais c'est n'importe quoi. Et il dit, mais regardez, nous les Chinois, ils sont arrivés il y a 2 ans. Ils parlent tous l'arabe et le berbère. On a des Français qui sont là depuis 150 ans, ils ne parlent même pas un langue d'arabe et de... Ils n'ont même pas pensé à apprendre l'arabe et le berbère. Et il dit rien que cela montre qu'il y a ce sentiment de supériorité qui continue lorsqu'on vient d'Europe. Donc oui, il n'y a pas de lutte antiraciste qui soit sérieuse si elle n'est pas liée à la lutte anti-impérialiste. Et la lutte anti-impérialiste a besoin, ici, d'aller jusqu'à la lutte antiraciste. Moi, je viendrai compléter en parlant du tribalisme et de l'ethnicisme. Moi, je suis de l'autre côté, dans l'Afrique subsaharienne. On parle beaucoup de racisme ici, mais aussi, parmi les méfaits de la colonisation, c'est vrai qu'on nous a appris le mépris de nous-mêmes, mais on nous a appris aussi le mépris de l'autre, des autres tribus, des autres frères. On donne toujours l'image d'une Afrique qui ne s'aime pas, qu'on est incapable d'entretenir le commerce entre pays frères, parce que je suis dans une organisation, j'ai travaillé à l'Union africaine des chambres de commerce, et le volume du commerce interafricain est de 12%. On a fait des efforts, nous sommes arrivés à 20%. Pour vous dire que le regard qu'on nous a appris à poser sur nous-mêmes depuis la colonisation, c'est d'avoir un mépris pour nous-mêmes et un mépris pour nos propres cultures. Et un mépris pour la culture des autres parce qu'elle n'est pas la nôtre. Et malheureusement, nous avons montré que nous sommes très forts pour nous diviser et avoir des micro-États. Et le combat aujourd'hui, c'est pour combattre que ce soit ce tribalisme, cet ethnicisme exacerbé ou bien ce racisme exacerbé, moi je pense qu'on devrait revenir à la racine et de savoir qui nous sommes réellement, c'est-à-dire revenir à notre histoire. Parce que nous avons une histoire qui ne commence pas avec le colonialisme et qui ne commence pas avec la traite des esclaves. Et on ne parle des Africains et de l'Afrique
qui n'est pas un pays, qui est quand même 53 États, que à partir de la traite négrière et de la colonisation. Et quand on parle que de cette période-là, l'Afrique paraît un continent infantilisé, déresponsabilisé, hein, les pauvres petits nègres qui ont été colonisés par les méchants blancs. On a été colonisés, oui. On a été avilis, oui. On a été méprisés, oui. Vous êtes venus prendre nos gens et les traiter pour moins que rien dans la traite des esclaves, vous avez pris nos richesses, oui. Mais il n'y a pas que ça. L'Afrique ne se réduit pas à cela. Avant cela, l'Afrique existait. L'Afrique n'est pas née à Berlin. Et faire partir toujours l'histoire de Berlin, on en revient à ces clichés-là. Infantilisés, déresponsabilisés. Parce que nous avons eu des grands empires qui existent et qui ont existé. La genèse de l'Afrique, elle est dans l'Égypte pharaonique. On a eu une écriture qui a été évidemment l'écriture de Méroé. On a eu les grands empires de Tombouctou, de Gao, du Ghana, du Zoulou, qui étaient des empires qui ont connu des conquêtes aussi, qui ont fait des biens et du mal, comme tous les grands empires. Et si on en revient, c'est-à-dire les Européens se reconnaissent tous dans la culture judéo-chrétienne, qui descendent de la culture gréco-latine, et les Africains. Pourquoi? Non seulement les Européens, mais nous aussi les Africains, ne réclamons pas que notre jeunesse est de l'Égypte pharaonique. Et à l'époque où l'Europe était au Moyen-Âge, l'Afrique était le berceau des sciences, de l'astronomie, de la philosophie, de toutes les sciences qui existaient, des mathématiques. Aujourd'hui, avec des documents à l'appui, on sait que le théorème de Pythagore a été fait par un savant africain 1000 ans avant. C'est notre histoire. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et je crois que quand on revient à, comme je dis, à enseigner l'histoire, je ne suis pas la seule, c'est un débat qui existe en Afrique, déjà, on aura un autre regard sur nous-mêmes, un autre regard sur l'humanité, et c'est sur la base de tous les peuples du monde, qu'elles soient européennes, qu'elles soient américaines ou africaines, c'est à partir de notre passé qu'on peut construire et bâtir notre présent et notre futur. Et sortir de ces regards-là, que nous déplorons aujourd'hui, qui sont le racisme et qui sont aussi le tribalisme. Parce qu'il y a à peine quelques jours, nous avons déploré dans la presse, je ne sais pas si vous l'avez su, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où les Africains du Sud, à cause des problèmes économiques, s'en sont pris aux Africains, c'est-à-dire aux Nigériens, aux Congolais, à tous ceux qui étaient là, en disant qu'ils avaient pris leur boulot. Il y a eu 12 morts. Donc, vous voyez où est-ce que ça peut mener ce genre d'idéologie, hein, de racisme ou de tribalisme venant que je vois d'Afrique. Merci à tous les deux pour vos deux réponses, et je trouve que c'est très fort ce que vous avez dit tous les deux, parce que ça se renvoie en écho à ce que si... je suis désolé. Ce que Saïd Ouama, vous avez dit tout à l'heure sur le fait que l'Afrique n'est pas née à Berlin en 1885, c'est fondamental. Et aussi d'autre part, l'idée que l'Europe ne s'est pas encore décolonisée et qu'en fait pour faire la bataille antiraciste, on doit la faire ici pour casser effectivement le complexe de supériorité que le racisme a créé ici et voir qu'effectivement il y a un intérêt pour les travailleurs, pour les citoyens européens dans une Afrique émancipée. Et aussi, effectivement, c'est fondamental cette idée aussi depuis le continent, comment se décoloniser et casser les divisions qui ont été créées avec le mépris de soi que le colonialisme a lancé. Et je voulais un peu revenir sur une phrase que tu as dit tout à l'heure, Saïd, c'est sur les racistes caricaturaux, au-delà de l'aspect systémique du racisme. Et là, évidemment, j'imagine que tu pensais à l'extrême droite, à tous ces partis politiques, ces mouvements politiques racistes qui aujourd'hui sont un peu dans le vent. On sait qu'en Belgique, aujourd'hui, après les dernières élections du 26 mai, on a un Vlaams Belang qui est du coup les mouvements nationalistes flamands qui ont une origine de collaboration avec l'occupation nazie ici pendant la Seconde Guerre mondiale. On a la NVA qui est aussi un parti assez puissant, qui est un parti qui a une tendance assez autoritaire et raciste aussi. On voit en France ce qui se passe. Et justement, en fait, selon toi, qu'est-ce que tu penses
de cette dynamique européenne qui est en train d'avoir lieu en ce moment dans le cadre de la lutte antiraciste, mais aussi anti-impérialiste. Est-ce que tu penses que cette montée de l'extrême droite va changer quelque chose dans les rapports entre l'Afrique et l'Europe? Est-ce que ça va brutaliser encore plus ces rapports-là, ou est-ce que ce sera business as usual et que ce sera simplement des conflits et des dynamiques paranoïaques identitaires en Europe? D'abord, pour comprendre pourquoi l'extrême droite a pu prendre une place aussi importante en Europe, ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons qu'il faut avoir en tête, c'est justement la sous-estimation, dans les années 60, 70 et 80, du nécessaire travail de décolonisation des esprits. Moi, je ne peux pas le dire pour la Belgique, je n'ai pas beaucoup travaillé, mais pour la France, je peux vous dire, on a des textes où Jean-Marie Le Pen dit ouvertement qu'il va s'appuyer sur les héritages coloniaux pour remettre les débats de l'époque dans une France en crise. Autrement dit, c'est dit, comme on n'a pas fait ce travail, en gros, on a estimé qu'après les indépendances, ben c'est tout, c'était du passé, en oubliant que les peuples ici avaient été habitués avec une image du noir, une image de l'arabe, une image du tiers-monde, etc., qui permettait justement d'avoir des politiques économiques qui restaient inégalitaires. Et donc, l'extrême droite a surfé sur l'héritage de vision qu'on avait du reste de l'Afrique. Est-ce que quelle fonction maintenant joue l'extrême droite dans le jeu politique? Quand je distingue les racistes caricaturaux comme ceux de l'extrême droite, de racistes qui prennent plus de gants, en réalité l'extrême droite a une fonction d'autorisation. Il y a des choses qu'on ne se permettait pas de dire dans le passé, l'extrême droite le dit et après ça se diffuse. Et c'est pour cela que la lutte contre l'extrême droite doit vraiment être reliée à la lutte antiraciste, mais au sens général du terme. C'est pas répondre à l'extrême droite, c'est décoloniser les esprits, parce que sinon, ben, on va être piégé. Sinon, on n'aura pas les moyens d'arrêter l'extrême droite. Autrement dit, même des démocrates qui ne voudraient pas s'occuper de l'anti-impérialisme, qui diraient non, non, ça c'est trop politique, c'est trop gauchiste, etc. S'ils veulent vraiment qu'on ne vive pas une nouvelle séquence fasciste en Europe, ont intérêt à prendre en compte la dimension anti-impérialiste et la dimension du racisme. L'antiracisme devient aujourd'hui un des leviers inévitables pour poser toutes les autres questions de société. L'extrême droite vient aujourd'hui jouer sur une société fractionnée en mettant en avant l'idée d'un danger imminent qui serait l'invasion migratoire. Et cette invasion migratoire permet de faire revivre l'ensemble de l'imaginaire raciste de l'époque coloniale. C'est les mêmes images qui sont mises en avant. Et donc, celui qui ne connaît pas cette histoire coloniale, celui qui ne connaît pas cet héritage, ne va pas faire le lien entre le passé et le présent. D'une part, on sait scientifiquement que ce discours sur la grande invasion est un mensonge. Il n'y a pas d'invasion qui viendrait d'Afrique. Les pauvres d'Afrique restent en Afrique. Les réfugiés vont d'abord dans d'autres pays africains. L'essentiel de la charge des réfugiés, y compris quand ça vient de guerres dans lesquelles l'Europe a été présente et a joué une fonction, reste en Afrique. Et deuxièmement, ceux qui arrivent ici, eh bien, ne sont pas un coût pour la société, puisqu'on a maintenant des évaluations sur comment ils sont utilisés au niveau économique dans un certain nombre de secteurs complètement dérégulés. Les sans-papiers, pour beaucoup d'entre eux, ils ont du boulot, dans les boulots les plus durs, etc. Et donc on est sur du mensonge pur, mais ça marche. Ça marche parce qu'il y a cet héritage colonial. C'est dire que l'antiracisme n'est plus un combat qui serait second par rapport à l'anticapitalisme. Il est au cœur de l'anticapitalisme. Et dernier élément que je voudrais souligner, et là je m'adresse vraiment aux travailleurs européens, c'est la prise de conscience que les classes ouvrières d'Europe aujourd'hui, avec cette longue histoire de dépendance, les classes ouvrières européennes sont des classes ouvrières dans lesquelles la proportion de personnes qui sont marquées par une couleur, arabe, noire, etc., est telle que s'il n'y a pas de lutte antiraciste, la classe ouvrière sera clivée en couleur. Et il n'y aura pas de victoire possible contre les dominants si on a deux classes ouvrières qui sont juxtaposées. Marx le soulignait déjà à l'époque de l'Angleterre pour les Irlandais. C'était même pas des Noirs et des Arabes, c'était d'autres Européens. Et il disait, le clivage entre la classe ouvrière irlandaise et la classe ouvrière anglaise
c'est ce qui explique que nous n'arrivons pas à avancer. C'est dire pour les pays européens d'aujourd'hui, où on a des secteurs dans lesquels on a, dans mes évaluations pour la France, c'est 30% de la classe ouvrière qui est issue d'immigration postcoloniale. Il n'y aura pas de révolution en France, il n'y aura pas de transformation en France, si on a d'un côté 70% et de l'autre côté 30%. Parce que les 30%, ils ne sont pas dans n'importe quel secteur, ils sont dans des secteurs stratégiques, des secteurs qui bloquent l'économie, et s'il n'y a pas de lutte antiraciste, ces travailleurs-là ne se reconnaîtront pas dans les autres organisations. C'est dire qu'on est là, sur ce que je montrais par là, c'est qu'on n'est plus sur un débat secondaire, on est sur un débat essentiel, et l'antiracisme doit devenir un anticapitalisme. Donc, je vais passer à Madame Lumumba. On parlait tout à l'heure des alternatives depuis le continent. Vous disiez qu'effectivement, il faut qu'aujourd'hui, on arrive à réapprendre à être fier de soi et aussi, en fait, à tracer un horizon politique, de dire, depuis les années 60, on a conquis les indépendances. La question maintenant, c'est de savoir, aujourd'hui, le panafricanisme, qui est du coup cette idéologie qui a permis de rassembler différents mouvements de lutte sur le continent, mais aussi dans la diaspora africaine de l'étranger. Mais sur le continent, en tout cas, ça a pris la forme de dire il faut qu'on arrive à dépasser les frontières qui ont été tracées par la colonisation à Berlin et d'arriver à avoir un projet politique d'unité africaine. Aujourd'hui, on sait qu'il y a notamment des accords